Bonjour, merci à tous de venir assister à notre table ronde de la revue L'Histoire consacrée à Bagdad, intitulée un peu tristement pour la fin, Bagdad, le rêve et la guerre. Alors, contrairement à beaucoup d'autres villes du monde arabe dont il est question ici ces 3 jours et qui ont hérité d'un riche passé antique, je crois que vous avez peut-être entendu la table ronde précédente consacrée à Alep, Bagdad, comme le Caire, est une vraie ville arabe, entre guillemets. Fondée ex nihilo en 762 par Al-Mansour, le deuxième calife abbasside, la dynastie qui venait de détrôner les Omeyyades et de déclasser, disons, la capitale Damas. Alors, de la cité idéale d'Al-Mansour, détruite un demi-siècle après sa fondation, il ne reste, on va le voir, pas grand-chose, peut-être pratiquement rien. Mais la ville, elle, a continué à faire rêver. Alors en Occident, c'est un cas particulier, Bagdad. Elle fait partie vraiment de notre imaginaire, et notamment depuis qu'en 1704, un spécialiste de langues orientales nommé Antoine Galland, envoyé par Louis XIV à Istanbul, en a ramené et traduit une dizaine, pour la première fois, une dizaine des contes des Mille et une nuits. C'est lui qui, peut-être, nous a un des premiers familiarisés avec ce décor urbain d'un Orient rêvé sur lequel veillait Haroun al-Rachid, le puissant calife, son vizir Jafar le Barmécide, les marchés au parfum safrané qui nous ont tous, je pense, fait un peu rêver avant que peut-être certains d'entre vous surtout, n'en deviennent des spécialistes. La ville était entrée dans notre imaginaire et elle n'en est jamais sortie. Et pourtant, derrière le mythe, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, cet après-midi, derrière le mythe, il y a bien sûr une vraie ville, une vraie capitale, qui fut au 9e, 10e siècle une des plus grandes villes du monde, peut-être, on va le voir tout à l'heure. Une capitale politique, une capitale intellectuelle, une plaque tournante exceptionnelle des savoirs et des civilisations. Alors, de cette vraie ville, que vont nous dire les historiens, que nous apprennent les chroniques, que nous disent les sources, l'archéologie? Comment a-t-elle traversé les siècles, au-delà de ce Moyen-Âge, jusqu'à la ville moderne, aujourd'hui défigurée par la guerre? Pour répondre à ces questions, 4 spécialistes de Bagdad, 4 spécialistes. Alors, je vais commencer par présenter Vanessa, à ma droite, Vanessa von Rontergem. Vous êtes maître de conférence à l'INALCO, spécialiste d'histoire sociale et intellectuelle de Bagdad au Moyen-Âge, auteur notamment, avec Annelise Neff, d'un ouvrage sur Mohammed à la documentation française, et vous préparez un livre sur les élites bagdadiennes à l'époque seljoukide. Cécilia Pierry, à ma gauche, vous êtes responsable de l'Observatoire urbain du Proche-Orient à Beyrouth, à l'IFPO, spécialiste notamment de la formation de l'urbain moderne. On voit tout de suite qu'on se place vraiment dans les questions urbaines, enfin urbanistiques et architecturales, et notamment l'urbain moderne en Irak et au Moyen-Orient. Vous êtes l'auteur notamment d'un livre qui est sous presse, comme on dit, sur la... Non, c'est pas ça, qui est à apparaître. Un qui est sorti et l'autre qui va sortir, sur Bagdad, construction d'une capitale moderne. Gabriel Martinez-Gros, à l'extrême droite, si je puis dire, professeur à l'université de Nanterre La Défense, spécialiste bien sûr de l'islam médiéval, biographe d'Ibn Khaldoun. Il faut quand même signaler Ibn Khaldoun, on en reparlera sans doute, et auteur de nombreux livres. Au Seuil récemment, citons tout de même, on va parler d'empire tout à l'heure, d'une brève histoire des empires. Françoise Michaud à l'extrême gauche, mais tout ça n'est évidemment qu'une topographie ponctuelle, mais pour le coup à l'extrême gauche, professeur émérite à la Sorbonne, en histoire médiévale de l'islam aussi, notamment de la spécialiste de la vie culturelle du monde arabe classique. Vous avez publié beaucoup de livres, mais enfin récemment, la partie sur Bagdad dans la grande histoire, dans le premier volume des temps anciens, de la grande histoire de Cambridge, les grandes histoires du monde de Cambridge.
Et vous avez publié récemment un très joli livre sur l'histoire des débuts de l'islam chez Teraed en 2012. Alors Françoise Michaud, je vais commencer par vous pour vous demander au fond pourquoi en 762, ça ne va pas de soi, Al-Mansour fonde une nouvelle dynastie. Pourquoi éprouve-t-il le besoin de fonder une nouvelle capitale? Après tout, pourquoi ne s'installe-t-il pas dans la capitale précédente? Pourquoi Bagdad en 762? Bien, à une nouvelle dynastie, il fallait une nouvelle capitale. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, les Omeyyades ont été renversés dans les années 749-750 par un vaste mouvement insurrectionnel parti du Khorasan en Iran oriental et désigné couramment sous le nom de révolution abbasside. Les Abbassides ont donc renversé les Omeyyades, ils les ont vaincus militairement, ils ont exécuté la quasi-totalité de la famille Omeyyade, à une exception près, et ils ont tout mis en œuvre pour que l'époque des Omeyyades soit considérée comme une époque honnie, que les califes Omeyyades soient considérés comme ayant fait preuve étant des califes qui ont usurpé un pouvoir qui ne leur revenait pas. Et donc, il était proprement impensable que les Abbassides s'installent à Damas. Mais c'était aussi impensable sur le plan, disons, on va dire, stratégique, dans la mesure où les forces qui ont fait la révolution abbasside, et je vois que Gabriel est tout à fait d'accord, viennent de l'Est, ces forces qui sont en Iran, mais aussi en Irak en particulier, dans les villes-camps qui avaient été fondées au sud de l'Irak, telles que Basra et Koufa. Donc une nouvelle capitale et une nouvelle capitale en Mésopotamie. As-Saffar, le premier des califes abbassides, a été désigné en 749, précisément à Koufa, et il a vécu quelque temps. Puis il a décidé de se faire construire un palais toujours le long de la vallée de l'Euphrate, à Anbar, dont on a parlé suffisamment près de Anbar. Et son frère et successeur, Al-Mansour, qui prit le pouvoir en 754, fit de même et se fit construire un autre palais, cette fois plus au sud, plus au sud. Mais ce n'était que, disons, des résidences. Al-Mansour, le véritable fondateur de la dynastie abbasside, a donc décidé de construire une capitale dont la grandeur et le prestige soient à l'image de la grandeur et du prestige de la nouvelle dynastie. C'est ainsi que dès 757, il cherche un nouveau site, non plus dans la vallée de l'Euphrate, mais dans la vallée du Tigre. Et Yarkoubi, un fonctionnaire abbasside qui rédigea le livre des pays en 891, nous laisse le récit de la fondation de Bagdad qui commence ainsi. Le calife Al-Mansour s'arrêta en un lieu dont il demanda le nom. Bagdad, lui répondit-on. Car en fait, il n'y avait pas rien, il y avait déjà mais simplement une bourgade dont l'animation était liée à quelques monastères nestoriens et à un marché hebdomadaire. Et le calife s'exclama « Par Dieu, c'est bien la ville qu'au dire de mon père, Mohammed ibn Rali, je dois fonder, où je dois vivre et où régneront mes descendants. » Donc une ville fondée pour une dynastie. Les princes en avaient perdu la trace avant et depuis l'islam, afin que soient accomplis par mes soins les prévisions et les ordres de Dieu. Louange à Dieu qui m'a réservé cette capitale et l'a laissé ignorer de tous mes prédécesseurs. Et vous reconnaissez là, bien entendu, une flèche contre les Omeyyades. Ce discours est évidemment une reconstruction littéraire. Il ne doit pas être entendu comme, disons, la narration de faits précis. Le récit de la fondation de Bagdad, mis en scène par Yacoubi, est un récit de fondation de nature impériale. On pourrait aisément le comparer au récit de fondation d'Alexandrie ou de Constantinople. Ce récit met en scène un souverain qui accomplit le projet divin en choisissant un site
qui avait été déjà désigné par Dieu. Mais peut-être que nous, historiens, pouvons penser qu'il y a d'autres raisons au choix de ce site que la volonté divine. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez, Gabriel Martinez-Gros? Est-ce que c'était la volonté divine? Vous dites dans l'article que vous consacrez à la ville ronde dans notre dossier de juin de la revue L'Histoire, qu'au fond, elle était placée idéalement au cœur d'un riche terroir. Pourquoi ce site? En quoi ce choix est idéal? Ou du moins bien choisi? En essayant d'éviter tout déterminisme, bien entendu, il faut bien dire que le site s'imposait presque. Pour comprendre que le site s'imposait presque, il faut comprendre les dimensions et la géographie, y compris la géographie historique de l'Empire abbasside. En gros, l'Empire abbasside s'étend de la Tunisie actuelle à l'ouest, Tunisie comprise, mais Algérie et Maroc d'aujourd'hui pratiquement non compris, à l'exception peut-être de l'est de l'Algérie, et l'Asie centrale, c'est-à-dire en gros le bassin du Ferghana, qui est aujourd'hui divisé entre l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Voilà. C'est les limites extrêmes à l'est de l'Empire abbasside. Disons un mot encore de cette géographie, puisqu'on va nécessairement parler de la population de Bagdad et des chiffres un peu fabuleux qu'on lui a très souvent attribués. Cet empire, il a peut-être, lorsqu'il est constitué par les Abbassides, il compte peut-être entre 35 et 40 millions d'habitants. C'est-à-dire que c'est un peu moins que l'Empire romain, entre 50 et 60 millions d'habitants pour l'Empire romain à son apogée, pense-t-on, mais c'est à peu près du même ordre. Hein, c'est à peu près du même ordre, sinon que nous sommes au point bas de la démographie méditerranéenne du premier millénaire, hein, entre l'an 700 et l'an 800, que les grandes pandémies méditerranéennes se sont déjà répandues. Donc voilà, un empire qui n'est pas le premier dans ses frontières. En gros, c'est ça qu'il faut comprendre. En gros, les Abbassides reconstituent, et ils savent qu'ils reconstituent, des formes impériales et surtout une géographie impériale qui a déjà existé avant eux, même s'ils en ont une vision assez brouillée, bien entendu. Hein. C'est-à-dire que, en gros, l'Empire abbasside, c'est l'Empire achéménide, ou l'Empire des conquêtes d'Alexandre le Grand. C'est la même géographie, avec la Tunisie en plus, puisque le Maghreb et l'Espagne échapperont toujours aux Abbassides, et avec la Turquie, l'Asie mineure ou la Grèce en moins. De toute façon, les Achéménides ne sont jamais arrivés jusqu'en Grèce. Mais en gros, cet espace géographique, il a déjà été un empire. Il a cessé de l'être, non pas avec Alexandre le Grand et les royaumes hellénistiques, mais avec Rome, qui a annexé à son empire méditerranéen, qui a fait la Méditerranée en quelque sorte, hein, qui a annexé à son empire méditerranéen l'Égypte, la Syrie et l'Asie mineure, et qui a donc renvoyé vers l'Orient, hein, l'Irak et l'Iran. Hein, c'est-à-dire que l'Empire romain, la constitution de l'Empire romain, a coupé en deux ce qui était jusque-là la géographie impériale. Et en fait, l'islam reconstitue cette géographie impériale, tout simplement, et en particulier l'Empire abbasside reconstitue cette géographie impériale, et reconstituant cette géographie impériale, l'islam retrouve, et il sait qu'il retrouve, le centre qui avait été le centre des empires orientaux, hein, c'est-à-dire le centre des empires mésopotamiens, le centre de l'empire achéménide. En réalité, c'était Babylone. Et Bagdad est à moins d'une centaine de kilomètres, hein, sur l'autre fleuve, hein, sur le Tigre et non pas sur l'Euphrate comme Babylone, mais à une centaine de kilomètres de Babylone et à quelques dizaines de kilomètres de ce qui avait été la capitale des empires perses qui avaient succédé aux conquêtes aux descendants d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire l'empire parthe et l'empire sassanide. Voilà donc pourquoi, sans insister sur un lourd déterminisme, mais sachant que les Abbassides, les Arabes, ont ça dans l'esprit. Ils savent très bien que l'Irak, c'est le pays de Babel. Ils savent que c'est le pays de Babylone, si vous préférez. Hein. Ils ont une connaissance historique qui les porte jusque-là. Voilà pourquoi Bagdad retrouve tout spontanément le pays de Babylone, fait exploser la construction que l'Empire romain, tout simplement, avait mise au point. Voilà. Donc Bagdad ne pouvait pas être ailleurs. Oui, mais enfin, ça n'est pas un hasard du tout. En tout cas, ce n'est pas le projet omeyyade. Hein, le projet omeyyade était beaucoup plus méditerranéen et romain. Le projet abbasside retrouve un empire qui est beaucoup plus
nettement Achéménide ou bien celui de la conquête d'Alexandre le Grand, si on préfère pour cette référence. Disons, appuyer sur ce propos, Yacoubi, toujours lui, commence alors son ouvrage de géographie par ces mots: si je commence par l'Irak, c'est uniquement parce qu'il est le centre de ce monde, le nombril de la terre. Et là, c'est un héritage de la géographie persane indiscutable. Et je mentionne en premier lieu Bagdad parce qu'elle est le centre de l'Irak, la cité la plus considérable, etc. Donc c'est bien de la ville qui est le centre du monde que nous sommes en train de parler. C'était quand même un choix qui s'imposait. Alors du coup, comme c'est un centre du monde, ça implique aussi un plan particulier. Pourquoi ce plan de la ville ronde? Alors Cécilia, peut-être vous nous montrez la ville ronde. Ah non, pardon, allez-y. Je voulais faire une petite remarque Oui. sur cette image amusante, orientalisante de Bagdad, qui est totalement fausse, parce que, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails de l'architecture, mais un détail, vous comprendrez que les montagnes du Kurdistan, qui sont présentées à un horizon de 3 km, n'ont jamais existé, évidemment, à Bagdad. Bagdad est plate comme la main, elle est située dans un désert. Donc c'est pour montrer que la fantasmagorie orientaliste n'a pas de limite quand il s'agit d'inventer un paysage fabuleux. Et que le rêve sur Bagdad n'a pas de limite. On est en plein rêve, là. Alors, on passe à la réalité de la ville ronde. Et alors, centre du monde, ça veut dire ville ronde. Comment on passe de cette fondation, de cette idée de fonder une capitale, ça, c'est pas original, enfin, il y a d'autres exemples dans l'histoire auparavant, à l'idée de fonder une capitale ronde. Parce que quand on pense à Bagdad, on pense à la ville ronde, même si on va voir, elle n'est pas restée dans ce cercle-là. Mais enfin, d'où vient cette idée de la ville ronde, Françoise Michaud? Bien, précisément... Alors, vous l'avez là-haut. Hein, oui, voilà. Alors, précisément, il s'agit d'une réalisation d'une cité-palais qui illustre ce que vient de nous dire Gabriel, disons une cité qui est au centre du monde. Et au centre du monde, il faut une cité ronde, parce qu'il n'y a que inscrit dans un cercle que le palais se trouve à équidistance, par exemple, ça devrait marcher, ça? Oui, il suffirait que je prenne dans le bon sens et ça marchera. Ça, c'est moi qui fais le marcher. Ça, c'est vous qui le faites marcher? Attendez, le mien... Vous pouvez appuyer là-dessus si vous voulez. Non, c'est bon, je pense là. Voilà. Nous avons le rouge et le vert. Hein, vous avez le rouge et le vert, on peut faire à équidistance des 4 portes. Un traditionniste du IXe siècle dit d'ailleurs la ville ne pouvait être carrée. Parce que si elle était carrée, le calife n'était pas à égale distance des différents bâtiments qui se trouvaient autour de la ville. Donc une ville ronde. Décrivez-nous un tout petit peu. Le cercle, c'est quoi? Et au centre, c'est quoi? Oui, mais avant de répondre à cette question, je voudrais simplement dire que cette ville ronde, nous ne la connaissons que par les descriptions littéraires qui en ont été faites, et notamment celle de Yacoubi, et que ces descriptions sont sujettes à des interprétations un peu différentes. Là, j'ai mis sur cette diapositive le plan de notre collègue irakien Douri, mais vous trouvez dans d'autres ouvrages des plans quelque peu différents. À commencer d'ailleurs par les dimensions même de la ville ronde. Je ne rentrerai pas dans les détails d'équivalence et d'interprétation, mais on a un diamètre qui varie de 1,6 km à 2,9 km selon les historiens. Alors, une ville ronde qui se présentait ainsi. Un fossé extérieur, un premier mur, un deuxième fossé, un second mur, puis un anneau, c'est l'expression qu'on emploie habituellement, d'habitation, qui dégageait un centre vide. Un centre vide avec au milieu le palais du calife, appelé le palais de la porte d'or, parce qu'il y avait une porte dorée, ou le palais du dôme vert, parce qu'il était surmonté d'un immense dôme de couleur verte. Et attenant au palais, bon, j'ai quelques petits soucis, on va peut-être prendre le vert, qui a l'air de mieux marcher. Ah ben non, c'est pas mieux. Pardon. Voilà, c'est bon. Et le vert, c'est... Excusez-moi. Voilà. Et attenant au palais, la grande mosquée. Le couple palais-mosquée
le couple palais-mosquée est tout à fait classique dans l'architecture palatiale des premiers siècles. Autour des bâtiments qui étaient, disons, les bâtiments administratifs et les différents ministères. Et puis rejetés à la périphérie, donc les habitations des proches du calife, des grands notables civils et militaires. Nous dit Yacoubi que le calife souhaitait avoir auprès de lui. L'espace central n'était accessible que par 4 portes, les portes qui ouvraient décidément, on va y arriver, que sur les espaces, les espaces de cet empire, puisqu'on a ici, au nord-est la porte du Khorasan, la porte de Basra, la porte de Koufa et la porte de Syrie. Ces portes étaient puissamment fortifiées et ces 2 autres images représentent ce que l'on peut supposer avoir été l'architecture de ces portes, avec où on retrouve ici le fossé, la première muraille, le deuxième fossé, la deuxième muraille, la partie habitée. Ici, cela correspond à ce grand corridor. Puis non, je l'ai pris à l'envers, mais c'est pas grave. Et ici, un nouveau, disons, la partie, cette partie-ci qui correspond à là, qui était un grand espace voûté, surmonté d'une pièce où l'on pouvait surveiller toute la ville. Ce que vous retrouvez ici, voilà. Cela, c'est cette grande... Donc, des espaces genre belvédère, en quelque sorte, d'où le calife ou son entourage pouvait surveiller la ville. Bref, un plan... Attendez, je vais me alléger de toutes ces petites choses. Bref, un plan d'une ville circulaire. Yacoubi nous dit que c'est la seule ville circulaire au monde. On a en fait des précédents mésopotamiens, et notamment d'Azarkbirg. Mais l'idée de ce plan, c'est bien de placer le calife au centre de la ville et donc dans une ville qui est elle-même au centre du monde. On retrouve là, disons, un principe que l'on avait déjà, disons, qui avait déjà été théorisé par les Grecs, qui est le principe d'isonomia, c'est-à-dire que le souverain doit se trouver au centre équidistant de tous ces sujets. Je pense avoir... Sur la ville ronde, en effet, alors c'est pas une ville, c'est une ville, oui, c'est une démonstration politique évidemment. Les habitants, c'est pas une ville qui est pensée d'abord pour les habitants. Alors, les habitants, ils sont au fond confinés dans cet anneau urbain où sont aussi les... Pas exactement. En fait, on dit la ville ronde par commodité, et c'est pour ça que sur cette diapositive, j'avais écrit ville ronde entre guillemets. Pourquoi ? Parce que Yacoubi nous dit que c'est la seule ville ronde au monde. Mais en réalité, si vous voulez bien passer à la diapositive suivante, on voit ici que cette ville ronde ne représentait qu'une faible partie de l'espace urbain dès l'époque d'Al-Mansour. Ce que l'on appelle la ville ronde est plutôt une cité-palais, dont on a vu pourquoi elle était de forme circulaire, mais une cité-palais dans laquelle le calife vivait retiré, isolé de l'ensemble des habitants de la ville, et en un lieu qui devait susciter aussi la crainte et le respect par ses fortifications. Et sur ce plan qui représente donc la première Bagdad de l'époque d'Al-Mansour et de ses successeurs immédiats, on voit très bien que la ville, dès cette époque, s'étendait bien à l'extérieur. Bien au-delà vers le bord du Tigre. Pardon ? Bien au-delà vers le bord du Tigre. Oui. Bien au-delà vers le bord du Tigre. Yacoubi lui-même, qui nous décrit donc la fondation de la cité-palais, énumère ensuite tous les quartiers qui ont été allotis par Al-Mansour, selon un système qui avait été déjà mis en œuvre pour la fondation des villes-camps comme Basra, Koufa ou Fustat en Égypte. Et donc, on a des grands quartiers, comme le quartier Kark, dont on reparlera sûrement, puisqu'il était célèbre pour ses marchés,
ou le quartier Harbiya, qui sont en fait qui ont été construits en même temps que la cité ronde. Donc la ville ronde, c'est le palais. Au fond, c'est essentiellement l'espace palatial, Absolument. Le palais, la mosquée. Et je pense qu'on pourrait ici évoquer ce que disait Roland Barthes, du centre vide des villes asiatiques. Ce centre vide, vide au sens de vide d'habitation, est un centre qui rejette à l'extérieur ce qui fait la réalité même urbaine, c'est-à-dire bien sûr les habitants, mais aussi toutes les constructions, le réseau viaire, les mosquées, les espaces publics, les marchés. Toute l'activité urbaine se trouve à l'extérieur de cette cité-palais. Donc en fait, si l'on évoque souvent cette cité ronde, cette ville ronde, c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est parce qu'elle a frappé l'imaginaire. Mais réduire Bagdad à cette ville ronde est, disons, totalement... oui, la propagande a fonctionné, en tout cas. Si c'était une propagande politique, elle a formidablement fonctionné. Cette idée de ville ronde, c'est une magnifique idée de communication, oui. Gabriel Martinez-Gros, vous voulez ajouter quelque chose sur la ville ronde et sur la première Bagdad, dont au fond, il ne reste, vous disiez tout à l'heure qu'on n'a même pas l'idée de la dimension exacte de ce cercle idéal au centre de l'Empire et du monde. Ni même de son emplacement, parce que le cours du même de son emplacement précis, on n'en sait rien. Dans la mesure où le cours du Tigre a varié depuis. Donc là, par exemple, sur ce... Oui, bon, dans le cours, on n'en sait rien. Oui. Donc c'est d'autant plus, le mythe peut d'autant mieux fonctionner qu'il ne reste rien, qu'on ne sait même pas où c'était, mais on sait que c'était rond et parfait et que c'était le centre du monde. Alors, et pourtant, ce centre idéal, eh bien voilà qu'on l'a abandonné. Alors pourquoi est-ce qu'on quitte Bagdad et pourquoi est-ce qu'on va à Samarra? Vanessa von Rentergem, vous voulez répondre à cette question? Oui, alors il y a plusieurs événements effectivement qui ont mené à l'abandon d'une part de la ville ronde comme centre du pouvoir, puis de Bagdad elle-même comme centre du califat pendant plus d'un demi-siècle. Alors le premier événement, c'est une guerre civile qui a opposé au début du IXe siècle les deux des fils du calife dont le nom mythique et célèbre est connu de tous, Haroun al-Rachid, qui est bien sûr un grand personnage des Mille et une nuits, mais qui est aussi à l'origine un véritable calife abbasside qui a régné au début du IXe siècle, et dont les deux fils se sont violemment combattus pour obtenir le titre et le rôle califal. Ces combats ont conduit l'un de ses fils, le futur calife Al-Ma'moun, à s'opposer à son frère qui était le calife en titre, Al-Amin, et qui lui résidait à l'intérieur de la ville ronde. Al-Ma'moun et ses troupes ont mené un siège de cette ville, siège qui, nous dit-on, a déjà très fortement endommagé la muraille pourtant extrêmement impressionnante de cette ville, muraille qui, nous dit-on, faisait à peu près 50 mètres d'épaisseur à la base et allait en se rétrécissant vers le sommet. Donc un premier moment où la ville ronde est frappée dans ses murailles mêmes. Elle est assez rapidement abandonnée comme siège du pouvoir puisque très tôt on construit d'autres palais sur la rive occidentale du Tigre dans un premier temps, notamment le palais El-Khuld, le palais de l'éternité, voilà, qui se trouve entre la ville ronde et le Tigre. Et puis quelques décennies encore après, les califes choisissent de quitter Bagdad. Alors ça, c'est encore quelque chose d'encore plus étonnant, si on veut, au niveau historique. On a vu qu'il y avait eu beaucoup de fondations, de palais ou de petites résidences, enfin de petites ou moins petites résidences califales ou princières avant la fondation de Bagdad, mais quand même la construction de Bagdad a pris plusieurs années, elle a englouti une bonne partie des ressources de l'Empire, c'est une fondation dont on a souligné le caractère monumental, impressionnant, symbolique, etc. Mais en 836, donc disons un demi-siècle après la fondation un peu plus d'un demi-siècle après la fondation de la ville, les califes décident de quitter Bagdad et de fonder une autre capitale. Alors cette autre capitale, elle ne sera pas fondée très loin, à une centaine de kilomètres au nord de Bagdad.
On reste en Irak, on reste dans ce centre de l'empire abbasside, ce centre symbolique du monde de l'empire musulman de l'époque. Mais on s'installe un peu plus haut, d'ailleurs aussi en bordure du fleuve. Et on construit, alors les califes successifs construisent plusieurs noyaux urbains, plusieurs palais, plusieurs villes, enfin plusieurs, disons, espaces urbains autour de leur palais. Et c'est donc cette nouvelle capitale de l'Empire abbasside qui est Samarra, la ville de Samarra, qui existe encore aujourd'hui et qui est aujourd'hui le contraire de Bagdad, si je puis dire, dans le sens où c'est une ville que l'on connaît très bien grâce à des fouilles archéologiques qui ont été menées dans, on va dire, le dernier demi-siècle passé. Samarra est l'un des plus grands champs archéologiques existants au niveau mondial, je crois. C'est 50 km de ruines du nord au sud, avec des structures qui peuvent tout à fait être fouillées par les archéologues et que l'on voit d'ailleurs aussi très bien sur les photos aériennes ou les images satellites. Si vous allez voir sur Google Earth, vous tapez Samarra, vous verrez le petit noyau de la ville actuelle, et puis les grands champs de ruines de la capitale abbasside, qui a donc été capitale entre 836 et 892. N'empêche que Samarra est abandonné et que c'est à Bagdad qu'on revient. Voilà. Donc en 892, à la fin du IXe siècle, Bagdad retrouve son statut de capitale, et au fond, à ce moment-là, alors est-ce qu'on peut dire, on se demande dans ce dossier, et souvent dans les textes d'histoire, est-ce qu'on dit souvent que c'est la plus grande ville du monde à l'époque? Est-ce qu'on peut donner une idée quand même de son importance? Oui, alors, bon, comme pour beaucoup de villes de la même période, on a des problèmes de sources, c'est-à-dire qu'on n'a pas de recensement exact de la population de Bagdad. Donc les historiens se sont bien entendu efforcés d'évaluer sa population. Les modes d'évaluation sont très variés. Certains se basent sur le nombre de mosquées, sur le nombre de bains, mais là c'est pareil, on n'est pas certains de ces chiffres qui sont donnés par des géographes ou par des voyageurs, mais on n'est jamais certain de leur exactitude. Les évaluations varient. Certains historiens pensent que la population de Bagdad tournait autour de quelques centaines de milliers d'habitants, peut-être 200, 300, 400 000. D'autres vont jusqu'au symbolique million. Voilà ce qui a conduit parfois à écrire que Bagdad était la plus grande ville du monde à l'époque. Bon, je pense qu'il faudrait replacer, si on se place à l'échelle mondiale, il faudrait comparer avec les grandes villes de la Chine de l'époque, mais c'est quand même une ville extrêmement peuplée, oui. Oui, même si on compare aux grandes villes de la Chine. Enfin, Gabriel Martinez-Gros voulait ajouter quelque chose. Comparer, situer ça dans une comparaison internationale, si on peut dire, pour le Moyen-Âge, c'est quand même une métropole exceptionnelle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut avoir que des ordres de grandeur, bien entendu, et les ordres de grandeur sont probablement d'autant moins faux que les chiffres sont plus gros. Comme vous le savez, les statistiques sont plus faciles. Il est plus facile de déterminer un climat que le temps qu'il fera demain. Donc, il est beaucoup plus facile de déterminer la population globale d'un empire, à peu près, que la population précise d'une ville ou d'une capitale. Donc, on donne, puisque nous étions à peu près en 750, au moment de la formation de la ville ronde, on doit donner à peu près à cette époque-là entre 50 et 55 millions d'habitants à l'empire des Tang, c'est-à-dire à la Chine. Environ, je vous l'avais dit, entre 35 et 40 millions d'habitants à l'empire abbasside, ce qui est un peu moins que la Chine des Tang et plus que la chrétienté, probablement les deux chrétientés réunies, c'est-à-dire Byzance et la chrétienté occidentale réunies. Et Bagdad est une ville de l'ordre de Rome. C'est tout ce qu'on peut dire, probablement un peu plus importante que ne l'a été Alexandrie à l'époque de sa splendeur, c'est-à-dire après sa fondation par Alexandre le Grand, un peu plus grande qu'Antioche probablement, un peu plus grande que Carthage, peut-être un peu plus petite que Rome, mais de l'ordre de Rome ou de Luoyang, qui est la capitale des Tang, ou de Kaifeng, qui est la capitale des Song du Nord aux alentours de l'an 1000. Voilà. On retiendra 400 000, 500 000, un ordre d'idée. D'où vient sa richesse?
Qu'est-ce qui fait vivre tous ces gens-là? C'est énorme, 500 000 habitants au 8e siècle. Oui, bah c'est l'impôt impérial. Hein. C'est bête comme chou. C'est-à-dire qu'évidemment, la capitale de l'Empire est d'autant plus grosse que l'Empire est gros. D'où la nécessité probable d'avoir à calculer la population de l'Empire avant de pouvoir calculer de façon pertinente ou vraisemblable la population de sa capitale. Alors, l'impôt se prélève sous différentes formes. La forme la plus facile, évidemment, c'est la taxation sur le commerce. Mais évidemment, la forme fondamentale, hein, c'est bien sûr la taxation foncière. Hein, ça va de soi, même s'il est plus difficile de prélever l'impôt foncier, parce qu'il est beaucoup plus difficile d'évaluer les récoltes et de faire pression sur les paysans, c'est toujours politiquement compliqué, que de prélever sur les revenus des commerçants. C'est pourquoi, en général, les revenus portuaires ou les impôts indirects sur les portes de la ville sont parmi les revenus les plus élevés et les plus faciles à prélever, encore une fois. D'où l'importance de ces portes, de ces marchés, de ces multiples marchés qui sont tellement cités, notamment dans les contes des Mille et une nuits, enfin les marchés spécialisés, le marché aux oiseaux, le marché, enfin c'est absolument fabuleux. Parce que vous avez de petites abeilles qui s'appellent les commerçants qui vous apportent tout cuit l'argent. Hein. Il suffit de les prélever, hein, de les pendre par les pieds pour leur confisquer tout ce qu'ils ont, et voilà, vous avez l'argent. À propos de l'activité commerciale de Bagdad, je voudrais juste dire une petite chose amusante, à savoir qu'il y a un mot français, un nom commun français, qui vient de Bagdad, qui est baldaquin. Ah, c'est joli. Parce que baldaquin désignait, à l'origine, de riches étoffes de soie qui avaient été fabriquées à Bagdad ou commercialisées à Bagdad et qui étaient parvenues en Occident. Et en toscan, on appelait ces étoffes des baldacos, donc des étoffes venant de Bagdad. Et qui servent à clore les lits, et du coup, le lit à baldaquin, et après voilà, c'est ça, le lit à baldaquin. Des tentures, en fait. Mais voilà, au départ, c'était des riches étoffes de soie fabriquées à Bagdad ou commercialisées à Bagdad. Bon, ben voilà qui ajoute au palmarès du rêve de Bagdad. Alors, avec cette grosse métropole médiévale, riche de ses marchés, de ses impôts, c'est aussi et surtout peut-être à certains égards, hein, ce qui fait sa réputation est-elle usurpée, vous allez nous dire, Vanessa von Antergem, c'est évidemment une immense capitale du savoir. Alors pourquoi cette extraordinaire concentration de grands esprits? Que font-ils là et qui font-ils? Alors effectivement, la réputation de Bagdad en tant que capitale du savoir n'est pas du tout usurpée, je vous rassure. Elle correspond à une réalité historique qui se développe dans les décennies qui suivent immédiatement la fondation de la ville, pour une raison très simple, qui est que cette intense activité intellectuelle qui s'empare de la ville et qui s'épanouit vraiment dans cette capitale est liée avant tout à la présence de la cour, à la présence notamment non seulement de califes, mais aussi de tout un entourage de hauts fonctionnaires et parfois aussi de mécènes privés, mais surtout de personnages de la cour qui s'intéressent aux sciences, qui s'intéressent au savoir et qui se font les mécènes des arts un petit peu, mais surtout mécènes des sciences. Alors comment est-on un mécène des sciences à l'époque? Eh bien, en acquérant des ouvrages pour constituer des grandes bibliothèques, des bibliothèques princières, sans doute sans équivalent à l'époque, en termes de nombre d'ouvrages, mais aussi en termes de diversité de ces ouvrages. Et là, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure sur le caractère central de Bagdad par rapport à l'Empire, c'est-à-dire que c'est à Bagdad qu'on centralise les héritages culturels qui viennent de différentes régions de l'Empire et de ses voisins. Donc les historiens de l'époque nous décrivent comment des grands califes comme El-Ma'moun, qui a régné dans le premier tiers du IXe siècle, font venir des livres de l'Empire byzantin, des livres grecs, qui permettront aux savants arabes d'avoir accès à des traductions vers l'arabe
d'ouvrages en grec concernant à peu près tous les domaines de la science profane, en dehors de la poésie grecque classique et de la littérature, mais tous les autres domaines, que ce soit la philosophie, les mathématiques, l'astronomie, eh bien, on s'intéresse à ces ouvrages, on les amène à Bagdad. Les califes les regroupent dans une institution célèbre, le Beit el-Hikma, la maison de la sagesse, qui était avant tout une bibliothèque princière, et où on trouve également beaucoup d'ouvrages qui viennent de l'Empire sassanide, qui viennent de l'héritage sassanide. Donc des ouvrages en pelvi, le persan ancien, et puis aussi des ouvrages éventuellement en sanskrit, issus de la tradition indienne, etc. Donc une concentration d'ouvrages, une concentration de savants également, dans l'entourage califal, qui sont les artisans de ce grand mouvement d'essor des sciences qui s'empare de la ville au IXe et au Xe siècle et qui conduit à des progrès, à des avancées énormes en matière de savoir, notamment rationnel, mais pas uniquement. Par exemple, alors, le père des mathématiques modernes, Al-Khwarazmi, qui a révolutionné les connaissances en arithmétique de l'époque, en introduisant une technique indienne de notation de la numération, qui introduisait notamment le zéro. Sans lequel nous ne pouvons rien calculer. C'est-à-dire qu'on calculerait autrement. Autrement, oui. Voilà, pour notre système décimal d'aujourd'hui. Bon. D'autres avancées très importantes dans le domaine de la philosophie, dans le domaine de la théologie rationnelle, dans le domaine de la médecine, l'astronomie également, avec non seulement une connaissance livresque, mais un aller-retour permanent entre l'expérimentation. Les califes, nous dit-on toujours le calife El-Ma'moun, commanditent des observations astronomiques qui permettent un aller-retour entre la théorie des livres et puis l'observation pratique qui permettent une avancée de ce savoir. C'est un extraordinaire moment de grâce, de tolérance, de coexistence des savoirs d'origines différentes. C'est comme ça qu'il faut imaginer Bagdad au Xe siècle. C'est vrai qu'on peut s'y arrêter un instant. Pardon, alors j'allais vous demander si vous étiez... Bien entendu, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vient d'exposer Vanessa, mais je voudrais dire que je voudrais plutôt enrichir le tableau et non pas le corriger, mais l'enrichir en disant que Bagdad cristallise au IXe et surtout au Xe siècle les grands courants de pensée. Le courant, disons, des sciences et de la philosophie que vient d'évoquer Vanessa, mais aussi le chiisme. Le chiisme s'est vraiment forgé dans sa théorie de l'imama à Bagdad, et aussi les courants plus, disons, rigoristes, et en particulier les Hanbalites. Ibn Hanbal a vécu à Bagdad, et les Hanbalites tenaient le haut du pavé à Bagdad. Et je ne sais pas si Bagdad était vraiment une ville de la tolérance, lorsque je relève cette petite anecdote, si l'on peut dire, chez un chroniqueur, Ibn al-Asir, sous l'année 934-935, je le lis, « L'activité des Hanbalites devint grande et leur influence se renforça. Ils pénétraient de force dans les demeures des chefs militaires et du petit peuple, et s'ils y trouvaient du vin, ils le répandaient, s'ils y trouvaient une chanteuse, ils la frappaient et brisaient ses instruments. Ils s'interposaient dans les opérations de vente et d'achat, s'interposaient aussi lorsque des hommes marchaient en compagnie des femmes et des jeunes gens, etc. » Donc, je crois que les images que nous devons retenir de Bagdad sont infiniment plus contrastées que l'image soit des mille et une nuits, soit de la ville du savoir. Bon, malgré tout, une multiplication. Alors, effectivement, ça n'est pas une tolérance et une grâce merveilleuse, qui n'existe peut-être que dans nos rêves les plus fous. En revanche, l'efflorescence, la stimulation intellectuelle, la confrontation des écoles, ça, vous êtes tous d'accord là-dessus. Gabriel Martinez-Gros, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Sur la coexistence, c'est une ville homogène ou c'est une ville qu'il faut imaginer quand même un peu cosmopolite avec, par exemple, il y a des chrétiens et des juifs Alors, une des caractéristiques de Bagdad, c'est justement son cosmopolitisme et la présence de populations extrêmement diverses,
tant au niveau religieux qu'au niveau confessionnel, qu'au niveau ethnique, par exemple. Donc à Bagdad, on entend sans doute plusieurs langues. On trouve aussi bien des mosquées que des églises, des monastères. Françoise Michaud a signalé tout à l'heure que le site même de Bagdad était une bourgade à l'origine, marquée par la présence de plusieurs monastères chrétiens, nestoriens, qui vont perdurer dans le tissu urbain, que l'on retrouve, ils sont encore actifs au Xe, au XIe siècle, au XIIe siècle, etc. Et Bagdad devient même le siège du catholicos nestorien, c'est-à-dire de la plus haute autorité du christianisme oriental de l'époque, tout simplement parce qu'il faut que le catholicos soit à proximité du calife. Même chose pour le judaïsme. Bagdad, à partir du IXe siècle, est le siège de la plus importante académie du judaïsme oriental, mais c'est aussi à Bagdad que l'on écrit, au moins théoriquement, d'Europe. Les juifs d'Europe écrivent aux grands savants de la yeshiva de Bagdad lorsqu'ils ont des questions juridiques à leur poser sur qu'est-ce qu'on doit faire dans tel ou tel cas, etc. Donc une pluralité de population. Au niveau ethnique aussi, on y retrouve des populations qui viennent des différentes parties de l'Empire abbasside. Voyageurs, commerçants, savants sont aussi des populations qui se déplacent et que l'on retrouve dans la ville. Cela dit, bien sûr, il faut toujours replacer les choses dans le contexte de l'époque. La notion de tolérance elle est grosso modo anachronique, on va dire. Donc, effectivement, je parlerai plus de coexistence de ces différentes communautés à Bagdad que de véritable interpénétration. Il y a des espaces où on retrouve à la fois des chrétiens, des musulmans, plus rarement des juifs, mais ça peut arriver. La cour du calife, par exemple. Les califes sont entourés de médecins nestoriens. Il y a peut-être une plus grande mixité dans certains espaces, mais ils sont en nombre assez limité et ce sont des espaces bien précis. Gabriel Martinez-Gros, c'est une spécificité de Bagdad, ça, où on retrouve, enfin c'est un fait de capitale, sans doute, mais ça existe ailleurs ou Oui, ça existe à Cordoue, bien sûr, parce que, je veux dire, la multiplicité des langues, par exemple, bien sûr, ou des dialectes, comme vous voulez. En revanche, il y a plus de liberté de ton, probablement à Bagdad, qu'il n'y en a à Cordoue, contrairement à ce que qu'on véhicule, une image dorée d'Al-Andalus nous laisse entendre, non seulement à l'égard des chrétiens, voire des juifs, mais surtout à l'intérieur de l'islam. C'est-à-dire que à Bagdad, il est admis qu'il existe plusieurs écoles juridiques. À Cordoue, il n'y en a qu'une seule, qui est le malikisme, point final. Et qui n'est pas malikite et considéré comme à demi hérétique. Je ne parle même pas des chiites, bien sûr, ça va de soi, mais qui seraient immédiatement mis à mort s'ils étaient découverts à Cordoue. Mais même le hanafisme, c'est-à-dire l'école dominante à Bagdad, Abu Hanifa et Bagdadien lui-même, est pratiquement interdit à Cordoue. Seul le chafiéisme, c'est-à-dire l'école qui a fini par prédominer en Égypte, est admis. Je voudrais d'ailleurs juste en profiter pour insister quand même sur le hanbalisme, sur Ibn Hanbal, qui est un personnage, c'est Vanessa qui devrait en parler mieux que moi, mais qui est un personnage extrêmement important parce qu'il a dirigé, la résistance de la plèbe, de la population bagdadienne, des classes populaires en particulier bagdadiennes, aux réformes à la fois politiques et militaires du calife El-Mamoun, ce fameux calife qui s'est illustré par la maison de la sagesse et auquel on résume souvent la dynastie abbasside, alors que probablement pour l'avenir de l'islam, l'homme le plus important du IXe siècle, c'est Ibn Hanbal. Parce que c'est lui qui définit, enfin ce sont ses successeurs, qui définissent pratiquement le sunnisme par le biais du hadith. Les grands recueils de hadiths de la fin du IXe siècle sont l'œuvre de Hanbalite, et c'est lui qui donc donne qui donne le branle à l'élaboration théorique du sunnisme, et c'est lui qui crée une religion qui exclut totalement le pouvoir politique de la définition du dogme, parce que c'est le plus important.
Et juste pour faire le lien pour ceux qui ont assisté à la conférence de M. Hickel ce matin, enfin, à midi, c'est le hanbalisme et l'ancêtre, enfin, parmi ses descendants, il y a le fameux wahhabisme qui inspire l'Arabie saoudite d'aujourd'hui. Voilà. Alors tout ça va prendre fin, plus ou moins, mais quand même de façon plutôt violente, en 1258, avec l'arrivée des Mongols et la destruction, alors faut-il dire la destruction totale ? Peut-être pas, mais enfin tout de même, vous en avez une image qui est évidemment très, très connue, une des seules représentations, la destruction, et le siège et la destruction de Bagdad par les Mongols, 1258. Donc c'est quand même une période de 500 ans un peu exceptionnelle, avec toutes les nuances qu'on a apportées, qui prend fin. Alors, Cécilia Pierry, je vous confie la tâche un peu surhumaine de traverser 700 ans en 1 ou 2 minutes, puisque nous allons presque abandonner Bagdad en 1258 pour retrouver son histoire au début du XXe siècle. Mais enfin, quand même, pendant 700 ans, la ville n'a pas disparu. Pardon, oui, vous avez droit à un micro. Non, la ville n'a pas disparu, donc moi je me limite à quelques dates, parce que je suis spécialiste du XXe siècle, mais j'ai quand même fait une couture très acrobatique. C'est gentil. Donc après les Mongols, on a les Jalayirides au XVe siècle, ensuite les Séfévides iraniens au XVIe siècle, 1534, puis Soliman le Magnifique, 1534-1623, qui est quand même un personnage important. Donc les Ottomans. Les Ottomans, les Séfévides de nouveau, 1623-1638, et là je montre une image qui est... non, celle-ci. Oui, c'est important parce que c'est de cette époque que date la construction de la grande mosquée chiite Kazimiya. Et c'est important parce qu'aujourd'hui encore, le paysage urbain de Bagdad se définit par 2 types de mosquées. Vous avez les mosquées abbassides monochromes en briques, et les mosquées de type iranien qui sont en briques mais avec des coupoles en forme de bulbe. Vous voyez que les coupoles abbassides sont légèrement surbaissées et les coupoles à droite de type iranien, de type séfévide, donc sont des coupoles en forme de bulbe vernissées, bleu, turquoise, jaune et noir. Donc c'est vraiment 2 types de paysages, et bien que les séfévides soient restés finalement assez peu de temps, quelques dizaines d'années à Bagdad, au fond leur empreinte est restée à quelle date donc 16e et 17e siècle. Il y a eu 2 périodes et c'est très très frappant. Et d'ailleurs aujourd'hui, la plupart des mosquées du XXe siècle, la plupart ont été construites sur le modèle iranien, même s'il y en a quand même quelques-unes qui sont monochromes. Donc après les séfévides, les mamelouks, puis les Ottomans de 1831 jusqu'en 1917, et enfin nous arrivons à ma période, voilà, qui commence donc en 1914, enfin à la Première Guerre mondiale. Oui. Donc Bagdad, on va retrouver Bagdad à l'époque, enfin à la fin, au moment où l'Empire ottoman s'effondre, donc à la Première Guerre mondiale, la fin de la Première Guerre mondiale, et dans les provinces, ex-provinces arabes de l'Empire ottoman, évidemment une autre domination, enfin une autre souveraineté s'impose, qui est celle des mandats occidentaux, et notamment à Bagdad, donc mandat britannique sur l'Irak. Donc Bagdad redevient, ça n'allait pas de soi, Bagdad va connaître le destin d'une capitale moderne. Alors on choisit quand même Bagdad et pas une autre ville. Alors pourquoi Bagdad et qu'est-ce qui va s'y passer? Comment Bagdad devient une capitale moderne? Alors, c'est une vaste question et elle est très compliquée en fait. D'abord parce que la modernisation n'a pas commencé avec les Britanniques. Il est évident que la vague de réformes ottomanes qui s'appelle les Tanzimat a commencé à Bagdad un peu plus tard que dans les autres villes, mais enfin grosso modo à partir de 1850, il y a quand même des réformes à la fois agraires, administratives. Il y a un grand pacha réformateur, Mitrat Pacha, en 1868 et 1870, qui a commencé lui-même à moderniser administrativement. Il y a eu aussi 1908. Après oui, Bagdad, donc à la fin du 19e siècle, c'est une capitale d'une province ottomane. C'est une capitale, c'est un chef-lieu de canton, mais c'est aussi quand même l'endroit où réside le pacha ottoman. Donc c'est des 3 prestiges conservés. Des 3 chefs-lieux de canton ottoman de la Mésopotamie, c'est quand même celle où réside le pacha. Donc il est tout à fait logique que quand les Britanniques choisissent d'envahir l'Irak, ce n'est pas à Bassora qu'ils
s'arrête, mais c'est à Bagdad. Et d'autant plus que Bagdad a conservé quand même son image mythique. Et c'est d'ailleurs assez frappant dans la littérature des voyageurs ou même des militaires du XXe siècle, même les Britanniques ou même les Allemands, lorsqu'ils s'avancent vers Bagdad, c'est toujours la ville des califes, dont il ne reste pas grand-chose en fin de compte. Mais, donc c'est tout à fait normal que les Britanniques choisissent Bagdad. Et donc ils y établissent une capitale sur le modèle des autres mandats. Enfin, c'est assez compliqué parce que en fait, le mandat britannique est un peu particulier à Bagdad. D'abord parce que les Irakiens ont opposé une résistance extrêmement opiniâtre. Ils n'ont pas cessé de mettre des bâtons dans les roues aux Britanniques pour la définition de ce mandat, qui d'ailleurs n'a jamais été ratifié à cause des Américains pour des raisons un peu compliquées. Mais donc le mandat britannique a été constamment, disons, semé d'embûches. Les Irakiens ont toujours refusé d'être placés sous protectorat. Donc les Anglais ont expliqué dans leurs archives que mandat venait du mot mandare, qui voulait dire simplement une délégation de pouvoir, ce qui explique d'ailleurs que le roi qui monte sur le trône en 1921 soit considéré par les Irakiens comme en fait le personnage qui leur permet d'une certaine façon symboliquement d'échapper à la tutelle britannique. Alors, certains l'ont vu comme un pantin des Britanniques. C'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Le roi a représenté pour les Irakiens une forme de rassemblement. D'abord parce que c'est un roi qui lui-même était un hachémite, donc ce n'était pas un Irakien natif. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Faisal Ier. Et donc, il est celui qui permet de rassembler sous une tutelle symbolique, donc un royaume, en principe indépendant. En fait, le mandat a fait de l'Irak un royaume indépendant sous tutelle, ce qui est quand même une contradiction dans les mots, mais qui permettait symboliquement aux Irakiens justement de se rassembler et donc d'avoir pour la première fois une citoyenneté qui rassemblait juifs, chrétiens et musulmans sous un seul statut administratif par rapport à la royauté. Donc, ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que sur le plan urbain, en fait, il a fallu attendre les années 20 pour que Bagdad change de surface. C'est-à-dire que du XIIIe siècle au XIXe siècle, au XXe siècle inclus, elle est restée comprise dans cette limite. On voit ici Kazimiya, le sanctuaire chiite, Azamiya, le sanctuaire sunnite, et donc Bagdad n'avait pas changé. Vous voyez ici l'emplacement supposé de la ville ronde. Bagdad n'avait pas changé de surface avant 1920. Il a fallu vraiment attendre la fin des années 20 pour qu'elle commence à grandir. Donc vous voyez ici en 1919. Et en fait, elle commence à grandir en 1920, dans la fin des années 20, le long du Tigre. Et là, on voit apparaître une ville qui, effectivement, est très différente de la vieille ville, puisque la vieille ville, c'était en fait une sorte de mosaïque d'agrégats de communautés qui vivaient les unes à côté des autres. Je précise que, contrairement aux villes, en particulier du Maghreb, il y avait un mélange en fait, de populations. Donc les gens, il n'y avait pas forcément d'intermariage, mais les gens coexistaient dans des espaces publics très nombreux. Il y a beaucoup de photos, par exemple, du début du siècle qui montrent juifs et musulmans et chrétiens ensemble dans les rues de Bagdad, dans les magasins. Les échoppes sont tenues par des juifs et des musulmans dans les mêmes rues. Vous nous décrivez tous quand même une tradition un peu cosmopolite. Enfin, c'est quand même une des marques de la ville. C'est une ville extrêmement cosmopolite. Et également, à partir du moment où elle commence à s'étendre hors de ses murailles traditionnelles, dans les années 20, la particularité aussi par rapport aux villes du Maghreb, où l'on a construit des villes européennes bien distinctes des villes traditionnelles, les quartiers nouveaux sont tout à fait différents de l'urbanisme, disons, pittoresque et tortueux de la ville traditionnelle. C'est un urbanisme avec des rues droites, larges, un urbanisme relativement damier. Mais les Irakiens se sont tout de suite installés, enfin des Irakiens se sont tout de suite installés dans cette ville à côté des chrétiens, qui étaient essentiellement des Européens. Donc en fait, on se retrouve avec des quartiers fondés dans les années 20, à partir de 1928-1929, qui ont été dès l'origine mixtes, à savoir qu'on choisit comme critère de regroupement plutôt que des critères socio-économiques. Il y a des quartiers petits bourgeois, des quartiers un peu plus riches, des quartiers un peu plus populaires. Et grosso modo, c'est une population très mélangée. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, on voit par exemple comment de 1920 à 1950, tous les quartiers jaunes sont des quartiers mixtes. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ici,
Vous avez par exemple dans le même quartier la grande synagogue et des églises, et vous avez également des mosquées qui ont été construites au même endroit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, les quartiers, enfin, parmi les rares quartiers qui restent mixtes de Bagdad, il n'y a plus de juifs et peu de chrétiens, mais encore entre sunnites et chiites et kurdes, ce sont ces quartiers qui ont été construits dès l'origine en tant que quartiers mixtes. Oui, donc une trace historique. Françoise Michaud. Oui, si vous me permettez, je pense qu'il serait intéressant. Pardon, si vous me permettez, je pense qu'il serait intéressant de regarder ce plan de Bagdad en 1919 et de le mettre en rapport avec un plan qu'on n'a pas eu le temps de commenter tout à l'heure, qui est 2 ou 3 diapositives encore, voilà, qui est le plan de Bagdad au XIe, XIIIe siècle, sur lequel apparaît très nettement cet espace ceint de murailles. Il s'agit d'une muraille construite par le calife al-Mustazhir en 1095 et qui enferme ce que l'on appelait le harem ou le dar al-khilafa, qui était l'ensemble des constructions palatines, mais aussi des espaces de divertissement et des logements princiers, progressivement, occupés par les califes à partir du retour de Samarra. Et sur ce plan, on voit très bien que, ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, la ville ronde a disparu, mais il était amusant de voir tout à l'heure, sur un plan présenté par Cécilia, qu'il y a une telle imaginaire de la ville ronde qu'on ne peut pas faire un plan de Bagdad sans mettre la ville ronde. Donc en fait, si l'on revient ici, donc c'est aberrant de mettre cette ville ronde, ça n'a aucun sens. Mais en revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit ici, donc cet espace, ce n'est pas l'espace de la vieille ville de Bagdad, à l'image des Médinas, par exemple des villes du Maghreb, c'est l'espace du Dar al-Khilafa, autour duquel se trouvait, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, l'ensemble des espaces occupés par les habitants sur la rive orientale principalement, mais aussi sur la rive occidentale. Et alors, oui, ce qu'il faut aussi dire, c'est que ce que vous racontez très bien dans votre article, c'est l'incroyable laboratoire de modernité urbaine qu'a été Bagdad, même pour beaucoup d'architectes occidentaux aussi. Oui, alors ça, il faut attendre les années 50 quand même. Oui, parce bien que, sûr. Bon, oui, non, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que Bagdad étant devenu, l'Irak étant devenu indépendant en 1932, c'est vrai que les années 30 ont vu déjà une première poussée modernisatrice très importante, avec beaucoup d'équipements et un doublement de la population en quelques années. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'à partir de 1950, donc le pétrole a été découvert en 1927 à Bagdad, oui. À Kirkouk, pardon, il a commencé à être exploité, mais en 1950, l'Irak a renégocié avec la compagnie britannique le pourcentage de ses revenus, et donc de 1949, où l'Irak recevait à peu près 1 million de dinars, à 1954, on est passé à 86 millions de dinars. Donc, si vous voulez, le début des années 50 a vraiment marqué, pas tellement la modernisation, mais la modernisation internationale, où la capitale se vit comme un facteur d'attraction et d'attirance pour les étrangers. Et à partir de 1955, on lance des compétitions architecturales internationales où l'on invite les plus grands architectes du moment. Le Corbusier. Alors bon, Le Corbusier bien entendu, mais on a Dites-nous ce que Le Corbusier a fait à Bagdad. Alors Le Corbusier s'est vu commander une cité olympique qui devait être sur le modèle de ce qu'il avait rêvé de faire d'ailleurs à la fin des années 30. Et finalement, les aléas politico et les événements ont fait que ça n'a pas pu être construit, mais finalement un gymnase a été construit dans les années 80, sur lequel il existe un excellent livre. Mais à part Le Corbusier, on a fait appel à Alvar Aalto, on a fait appel à Walter Gropius et son équipe qui ont finalement construit l'université de Bagdad entre les années 70 jusqu'aux vers les années 1985. On a fait également appel à Werner Marsch pour construire le musée. Werner Marsch avait été le grand architecte de Hitler, c'est lui qui avait construit le stade de Berlin en 1936, c'est lui qui a dessiné ce joyau d'architecture 50 qu'est le musée national archéologique, qui est une merveille dont on espère qu'il ne va pas être défiguré. Ils ont fait appel également donc à Gropius, ils ont fait appel à
à d'autres architectes, et c'est vrai que ça devient une sorte de, comme c'était une ville très peuplée, ça devient une sorte de modèle pour des projets architecturaux qui sont véritablement des projets urbains. On a fait également appel à Gio Ponti pour construire ce qui était le ministère du Plan, qui existe toujours, qui d'ailleurs a été vandalisé en 2003, mais très bien restauré en 2011. Donc ça devient une sorte de facteur d'attraction, et cela demeure, ce qui est très important, c'est que les architectes irakiens qui ont commencé à être diplômés en Occident dans les années 40 ont formé à Bagdad un noyau d'interlocuteurs extrêmement qualifiés, extrêmement vivants pour ces architectes étrangers. C'est pas une architecture occidentale plaquée, pas uniquement. Pas uniquement plaquée, en tout cas, elle fait l'objet d'un dialogue. Et après, à partir des années 60, il se développe à Bagdad une magnifique école d'architecture vraiment irakienne. C'est-à-dire les Irakiens qui ont été certes formés à l'étranger reviennent et se mettent à construire une architecture qui est malheureusement trop peu connue, parce que beaucoup d'entre eux en fait, n'ont pas publié, beaucoup d'entre eux n'ont construit qu'en Irak, comme vous le savez, l'Irak est un pays qui est relativement fermé en fait, depuis une cinquantaine d'années, donc c'est très difficile d'y aller, c'était difficile d'y aller pour différentes raisons, et donc on connaît mal cette architecture qui est d'une qualité exceptionnelle et qui, en maniant la brique, le béton et la céramique, donne un caractère très particulier à l'Irak. Oui, donc ville de briques, hein, vous insistez là-dessus, oui, ville de briques, on est dans l'espace iranien, disons. Je ne dirais pas qu'on est dans l'espace iranien. Disons que, si vous voulez, grosso modo, il y a l'espace du Levant. Non, il y a l'arc du Levant, c'est-à-dire... Je parle d'architecture. Oui, mais sur le plan architectural, vous avez le Levant qui est fait en pierre, hein, c'est-à-dire Syrie, Jordanie, Palestine, Liban. Et à partir de l'Irak, on est effectivement dans la zone de la brique, c'est-à-dire vers l'Iran, l'Afghanistan, l'Ouzbékistan. Il y a vraiment une ligne de partage. Brique et céramique. Brique et céramique. Et béton, et un très beau béton à partir des années 60. Et pour les Irakiens moyens, pour les Irakiens de base, si je puis dire, pendant ce temps-là, donc on est dans une grosse ville qui se modernise rapidement, mais eux vivent comment ? Vous aviez un plan, je crois, de 56 à nous montrer, non ? Oui, voilà. C'est celui-là. Disons que jusqu'à la fin des années 50, puisque cette carte, je l'ai dressée pour Le Monde il y a quelques années, elle se place au moment où les Juifs sont encore là. Donc je montre bien que dans toutes les parties jaunes, en fait, les parties qui se sont construites à partir de 1920, les quartiers ont été mixtes. Simplement, à partir des années 60, en particulier à partir du moment où le parti Baas arrive au pouvoir, avec le premier coup d'État, et surtout à partir de 1968, en fait, l'urbanisme n'a plus du tout été conçu de la même façon, c'est-à-dire qu'on a fait appel principalement à des urbanistes polonais, et la ville a été conçue par quartier. Donc il y a eu une sorte de... La métropolisation de Bagdad, donc quand on s'éloignait du centre, a été conduite par quartier, où on concevait des quartiers pour des professions, donc pour des officiers, pour des médecins, pour des architectes. Et donc, c'était revenir d'une certaine façon à un caractère homogène. Et il y a une très grosse différence entre le centre de Bagdad, qui restait un laboratoire d'architecture moderniste jusqu'à l'embargo, en fait. Et c'est là où vous avez les plus belles architectures, les immeubles les plus modernes, les tentatives les plus audacieuses, et puis une ville qui se développe de façon très horizontale et c'est une ville verte. Hein, Bagdad, c'est une ville vraiment en jardin, une ville verdoyante. Et je dirais que l'aspect cosmopolite a quand même pas mal perdu de sa vigueur avec le départ des Juifs en masse quand même, et qu'à partir des années 70-80, les circonstances politiques ont fait qu'une partie de la classe moyenne, petit à petit, a commencé à partir. Donc, si vous voulez, l'aspect cosmopolite, je dirais, de Bagdad et l'aspect mixte, c'est surtout des années 30 aux années 60. Voilà. Après, les choses changent de rythme. Et alors tout ça, évidemment, vous avez commencé à parler de l'embargo, tout ça a été rattrapé par la guerre. Dans notre titre, on a mis le rêve et la guerre. Alors il y a beaucoup de guerres dans cette histoire, mais enfin il y en a une récente, enfin une série de guerres récentes, extérieures ou intérieures. La séquence commence en 1991 avec la guerre du Golfe. Bagdad, à ce moment-là, n'est pas détruite par la guerre, puisque les troupes n'entrent pas en Irak. De quoi souffre la ville depuis 91 ? Quel est le bilan qu'on peut faire sur ces 25 années de confrontation plus ou moins lointaine avec la guerre ?
Là aussi, c'est difficile de répondre. Disons que 91, bon, c'est le début de l'embargo. Et l'embargo a été, moi j'estime que c'est un véritable crime contre la population irakienne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on coupe un pays, on l'isole. Eh bien, on l'isole de tout ce qui fait. Rappelez-nous un peu l'embargo. L'embargo a été à la suite de la guerre du Golfe, a été décrété par la mesure 661 de l'ONU, qui a donc littéralement, enfin, Saddam Hussein reste en place, mais il y a un embargo. Il y a un embargo sur un certain nombre de produits, et donc, si vous voulez, ça aboutit à vraiment un appauvrissement. Un appauvrissement de la population et surtout un départ, vraiment un exode de la population de la classe moyenne qui tout simplement part parce que ça devient de plus en plus difficile de vivre. Et après 13 ans d'embargo, on a 2003 avec une invasion particulièrement brutale. Alors 2003, là c'est la vraie guerre qui touche Bagdad, qui ne la détruit pas. Enfin, qui détruit. Alors, qu'il a détruit sans la détruire, ça dépend de quel point de vue on se place. Qui détruit un certain nombre de bâtiments, avec les fameuses bombes chirurgicales qui ont ceci d'absolument effrayant qu'elles vous éventrent un bâtiment sans toucher au bâtiment d'à côté, ce qui permet aux Américains de dire qu'ils font des bombes justement qui sont chirurgicales et qui n'abîment pas tout. En même temps, c'est une ville qui a provoqué, enfin je ne vais pas revenir sur l'histoire récente de l'Irak, mais la façon dont elle a été menée fait que la nouvelle confessionnalisation du pays a poussé à la radicalisation des confessions les unes contre les autres, et surtout des sunnites contre les chiites, avec un changement de pouvoir brutal, avec une inorganisation complète des conséquences que pouvait avoir cette invasion militaire, puisque manifestement l'invasion militaire avait été prévue, mais avait été organisée, mais la façon dont la ville pouvait et dont le pays pouvait se réorganiser n'a pas été conçue en fonction de la réalité du pays, et donc cela aboutit assez vite, en fait, entre 2003 et 2007. La situation s'est tellement dégradée qu'en 2007, on peut vraiment, véritablement parler d'une guerre civile ou d'une guerre entre civils qui a abouti à une pratique tout à fait impossible de la vie urbaine, puisqu'on avait d'un côté, disons, une insurrection sunnite qui protestait contre le nouveau pouvoir à dominante chiite mis en place, et des milices chiites qui, elles, terrorisaient les quartiers mixtes de façon à provoquer des mouvements de population, ce qui fait qu'on a, c'est pour ça que j'ai mis cette carte qui date de 2007, depuis la situation a un petit peu changé, mais on voit comment, en fait, cette ville qui était principalement une ville mixte est devenue une ville beaucoup plus coupée en deux, avec des majorités qui n'étaient pas imaginables en fait avant 1991. Bien entendu, les cartes résument un peu trop vite, mais ça caricature un peu, mais ça montre à quel point les déplacements de population ont fait perdre à la ville ce caractère de coexistence qui était, je pense, la caractéristique principale de Bagdad, au moins jusqu'en 1991. Alors, c'est la fin du rêve. Qu'est-ce que... Non, juste un point, c'est que l'exode rural, si je ne me trompe pas, mais je parle sous contrôle, l'exode rural a favorisé la croissance du nombre des chiites à Bagdad comme à Basra. Mais à Basra, ils sont vraiment devenus majoritaires, alors qu'ils ne l'étaient pas au début du XXe siècle. À Bagdad, je ne sais pas quelle est la situation actuelle d'ailleurs. C'est-à-dire à Bagdad, l'exode rural, enfin disons que depuis les années 30, à cause des réformes agraires, beaucoup de paysans pauvres des régions du sud, donc à majorité chiite, sont venus vivre aux marges de la ville. Et en particulier aux marges à l'est de la ville, ce qui a provoqué, à partir des années 60, la construction de la fameuse ville de la Révolution, qui est devenue ensuite Saddam City, puis Sadr City, majoritairement peuplée de chiites pauvres. Mais donc en fait, le phénomène de concentration de pauvres et de chiites pauvres du Sud a commencé en fait dans les années 30, mais il s'est évidemment aggravé à partir du moment où le pays s'appauvrit. C'est un phénomène qu'on retrouve dans d'autres pays, c'est-à-dire la population pauvre vient vers la capitale parce que c'est malgré tout dans la capitale que l'on trouve le maximum de façons de s'en sortir, en particulier sur le plan du travail.
Et alors sur cette séparation nouvelle, ce raidissement de la séparation des quartiers entre eux, vous nous parlez dans votre article aussi de ces murs de béton, ces plaques de béton qui bouchent les rues et qui contrôlent la circulation et qui de fait reséparent, rezonent l'espace urbain d'une façon... Alors là, je voudrais justement commenter deux ensembles de photos que j'ai mises. Qu'est-ce qui s'est passé si vous voulez, en 2005, 2006 et début 2007, la vie urbaine était devenue quasiment impossible. C'est-à-dire qu'entre les kidnappings, les voitures suicides, le risque pour les gens ne sortaient plus. C'était vraiment une période extrêmement dure. Donc les Américains, en plein accord avec le gouvernement irakien, ont pris la décision de construire ce qu'ils appelaient une walling strategy, c'est-à-dire de construire autour de certains quartiers particulièrement dangereux et menacés, au hasard des quartiers sunnites, des murs qui entouraient entièrement les quartiers. Et puis, en fait, donc ce qui correspondait finalement totalement à la définition historique du ghetto, c'est-à-dire qu'on isole, on protège et on exclut. Si on prend la définition historique du ghetto, c'est ça. Donc les sunnites ont été ghettoisés. Mais au-delà de cette ghettoisation, très vite, donc 2007. Ça c'est 2007, c'est avril 2007, et dès décembre 2007, on voit sur les photos basses donc la différence d'urbanisation qui se passe, c'est-à-dire que les gens se sont dit, dans le fond, on va mettre des murs, nous aussi, pour nous protéger. Donc à la demande des conseils municipaux, des groupes, des municipalités, mais aussi des groupes privés, des banques, des associations de citoyens, demandent l'autorisation de construire des murs et érigent des murs un peu partout dans les rues où auparavant, donc vous voyez, c'est celle que j'ai photographiée, où on pouvait circuler librement. Ce qui fait que, par exemple... Oui. Je veux dire que le Bagdad 1844, c'est une vignette parasite. La photo n'est pas du tout prise à Bagdad en 1844. Ah bon? C'est celle que vous avez, non. Je ne pense pas que vous ayez pris une photo en 1844. Ah non. Mais regardez, il y a une petite erreur. Ah non, oui, ça c'est je sais pas, c'est une scorie technique, ça n'a rien à voir. Mais parce que sinon ça peut troubler. Ah oui, d'accord, pardon, excusez-moi, je n'avais même pas vu que c'était. D'ailleurs, c'est parti. Voilà. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc le problème, c'est que. Voilà. Donc le problème, c'est que, par exemple, moi, je suis allée à Bagdad plusieurs fois, naturellement, 2-3 fois par an, jusqu'en février 2006. En février 2006, j'étais d'ailleurs là le jour où il y a eu ce fameux attentat contre la mosquée de Samarra, dont j'ai très bien compris que c'était vraiment reçu localement comme une sorte de 11 septembre local. Et après, je n'y suis plus retournée jusqu'en 2009. En 2006, c'était donc très dur. J'étais dans un endroit dont on pouvait peu sortir, donc je ne suis restée qu'une semaine. Mais d'une certaine façon, la ville ressemblait encore à une ville. C'est-à-dire qu'il y avait bien sûr des chicanes autour des endroits sensibles, autour des hôtels, autour des ministères, mais il n'y avait pas de barrage dans les rues. Quand je suis revenue en 2009, eh bien, la ville ressemblait à ça. Et grosso modo, malgré le départ des Américains et malgré un certain allègement de certains checkpoints ou de certains murs depuis 2011, la ville ressemble encore toujours à ça. C'est-à-dire dans la plupart des quartiers, vous avez deux types de surveillance. Vous avez une surveillance qui est constituée par les murs. Donc, on ne peut plus rentrer en voiture. Donc, lorsqu'on rentre dans une rue, on doit se présenter pour expliquer qui on est, ce qu'on fait, qui on va voir. Et lorsqu'on ne le fait pas, comme ça m'est arrivé il y a 2 ans, où je suis rentrée dans un quartier dont les rues sont trop larges pour avoir vraiment des murs, je me suis arrêtée, j'ai commencé à prendre des photos, et au bout de 1 minute, j'avais 3 voitures avec des types armés qui me demandaient qui j'étais, ce que je faisais et qui j'allais voir. Je me suis débrouillée, c'est juste pour faire peur. Mais c'est très intéressant parce que ça montre que c'est une ville où on ne circule plus, c'est une ville qui n'est plus fluide, et lorsque vous n'avez pas de mur, vous avez tout un système informel de sécurité et de surveillance qui est laissé aux voisins, aux concierges, aux passants. Vous avez des centaines de types assis sur des chaises dans la rue qui sont là simplement pour vérifier. Pour Donc contrôler. Une ville où on ne circule plus, c'est une ville morte. C'est la fin du rêve, Gabriel Martinez-Gros. Je ne sais pas, mais en fait, sans que cela atteigne nécessairement les extrémités de Bagdad, c'est un phénomène qui est à l'œuvre dans une large part du Moyen-Orient, en fait, à Beyrouth, bien sûr. Ah oui, mais moi, je vis à Beyrouth, il n'y a pas de comparaison. À Damas et probablement ailleurs. Ce qui est assez curieux, c'est que la ville arabe finit par ressembler à l'imaginaire de la ville arabe.
C'est-à-dire que c'est comme ça que la voyaient les orientalistes. Hein. C'est-à-dire une ville très nettement découpée, beaucoup plus nettement divisée ethniquement et professionnellement qu'elle ne l'était, comme on l'a dit, d'abondance en réalité dans les siècles antérieurs. Une chose intéressante, mais vous allez pouvoir peut-être le confirmer, j'avais lu ça, et évidemment l'historien médiéviste en moi a tressailli, c'est le changement des noms. C'est-à-dire que, par exemple, Saladin, ne passe plus dans les quartiers chiites. Hein, ça va de soi. On débaptise des noms. Hein, on débaptise des rues, des ponts. Je crois que c'était un pont, Saladin. Oui, alors on débaptise, mais à Bagdad, il y a au moins, c'est comme à Beyrouth d'ailleurs, il y a au moins quelquefois 3 ou 4 noms pour un même endroit. Donc je crois que ce n'est pas très signifiant parce que finalement vous avez le nom administratif et puis vous avez le nom qu'on a donné jusque dans les années 70. Donc les grands-parents s'en souviennent encore, ils l'appellent comme ça. Puis vous avez un nom donné sur le bassisme et puis vous avez un nom donné par les chiites. Puis finalement, je crois que c'est pas tellement. Il y a certainement des changements d'appellation, mais je n'ai pas noté, moi, de changement d'appellation très important. En revanche, ce que je peux dire, c'est que je considère qu'aujourd'hui, Bagdad a vraiment régressé à l'époque de la ville pré-moderne. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une ville moderne ? C'est une ville dont les rues ne sont pas fermées. Vous entrez dans une rue, vous sortez par l'autre côté, vous êtes anonyme, personne ne vous demande qui vous êtes. Alors que dans la ville traditionnelle, la ville a été faite de quartiers et donc on était identifiés. Aujourd'hui, à Bagdad, disons, dans un certain nombre de cas, vous ne pouvez pas rentrer dans les quartiers sans vous être identifié. Donc moi, j'estime que ça, c'est une véritable régression. Et c'est d'autant plus une régression que, si vous voulez, on est sorti de l'état de guerre civile qui a prévalu entre 2005 et 2008, ou entre 2006 et 2009, mais cette segmentation, cette fragmentation, cette non-communication, cette peur de l'autre, ce dysfonctionnement et cette géographie de la peur, cette géographie de la méfiance est quelque chose qui est en train de s'installer dans le long terme. Est-ce la fin du rêve, Françoise Michaud? Donnez-nous une raison d'espérer. Une raison d'espérer, peut-être non, mais le souvenir d'un rêve, ou plutôt un rêve mis en souvenir. Déjà une façon d'espérer. C'était le 9 avril 2003, le jour où la statue de Saddam Hussein a été abattue à Bagdad. Et je me trouvais à Mansoura, au cœur du delta égyptien. Et pendant tout l'après-midi, j'avais vu passer en boucle à la télévision les photos de cet événement. Et le soir, je prends un taxi. Et curieuse, j'essaie d'obtenir du chauffeur ses impressions. Mais le chauffeur de taxi a passé toute la course à m'expliquer ce qu'avait été Bagdad, la grandeur de Bagdad, la richesse de Bagdad, la tolérance de Bagdad, et ponctuant toutes ces évocations par la même phrase « Mais vous êtes française, vous êtes occidentale, vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas et vous détruisez. » C'était dur, j'ai essayé de lui dire que je connaissais Bagdad, je n'y suis pas arrivée. Mais pour lui, au-delà de la dureté de ses propos, je me suis rendu compte de ce que représentait pour un Égyptien de Mansoura le rêve de Bagdad, incarnant la grandeur arabe. Et il m'est revenu à ce moment-là le propos attribué à un traditionniste du IXe siècle, attribué par un traditionniste du IXe siècle, un cher qui recevait un homme qui se targuait d'avoir parcouru le monde, d'avoir visité un grand nombre de pays. Et le cher lui demande « Mais avez-vous visité Bagdad ?»« Oh non, répond notre globe-trotter. »« Alors, lui dit le cher, vous n'avez pas vu le monde. » Alors, je voudrais quand même, merci beaucoup pour ce joli mot de fin de débat, mais puisque nous avons quand même quelques minutes, c'est promis, pour la salle, si vous avez des questions, la parole est à vous. Je ne sais pas, c'est toujours très difficile de poser la première question. Il y a un micro, oui, il y a un micro qui circule. Oui, non, oui. Non, pas de curiosité supplémentaire. Si, il y a une personne. Ah pardon, je ne voyais pas. Oui, alors, voilà. Oui, merci. La question concerne la fameuse ville ronde. Donc,
qu'elle ait été une ville palatiale, comme il a été soutenu aujourd'hui, ou une ville-ville, comme certains autres chercheurs le prédisent. Mais la question, c'est comment se fait-il que cette ville célébrissime n'ait pas eu un lendemain dans le monde arabe? Oui, il n'y a pas eu de. Vous voulez dire que la ville n'a pas été imitée? Oui. Parce que... Exactement. Il y a un type de ville arabe aujourd'hui à peu près identique dans sa typologie au Maghreb et au Moyen-Orient et en Égypte, alors que cette ville historique, donc, qui a été construite dans les premiers siècles de l'islam, n'a pas eu un lendemain ni au Moyen-Orient ni ailleurs dans le monde musulman, dans le monde arabo-musulman. Tout simplement parce que ce n'était pas possible. Il y a eu un empire, l'empire abbasside, avec une capitale, qui fut Bagdad, avec au moins, et on l'a dit seulement pour un demi-siècle, cette cité-palais. Alors il y a eu d'autres empires, mais Gabriel pourrait en parler mieux que moi, mais qui ont adopté d'autres modèles de capitale. Mais après tout, Versailles a été imité, même s'il n'y avait pas d'autres France Louis XIVienne. C'est vrai on n'a pas construit de petite Bagdad. Alors, en revanche, on a construit énormément, à Bagdad même et ailleurs, de palais. Et de palais qui prétendaient rivaliser avec les palais califaux. Mais pour répondre à votre question, ce ne sont pas des modèles de ville. Ceci étant dit, je maintiens, mais je suis loin d'être la seule, que la ville ronde n'a jamais été une ville à proprement parler, même si on a en arabe le mot de Madina, simplement parce que Madina signifie un espace urbain clos de murs. Alors moi, je peux vous dire une chose, monsieur, c'est que je ne sais pas s'il y a eu des villes qui ont repris Bagdad, mais je peux vous citer un nombre étonnant de bâtiments architecturaux irakiens qui reprennent le plan de la ville ronde ad nauseam. Il y en a au moins 50. Mais il y a quoi dedans? Il y a des palais des congrès, conseil des ministres, ce sont des bâtiments. Parlement. Ce sont des bâtiments. Oui. Mais c'est très étonnant. Mais dans la génération des architectes irakiens depuis les années 90, le plan de la ville ronde est vraiment, on fait toujours référence à la ville ronde et en plus on fait référence au plan avec les 4 portes, avec le. Oui. Donc là, on pourrait faire un album d'ailleurs des projets architecturaux qui reprennent le plan de la ville ronde. Ce qui montre la force de ce mythe, on peut presque dire, de ce mythe. Oui, on peut le dire. C'est un mythe. La ville avait dépassé très vite les limites de la ville ronde. On a peut-être 2 minutes, 3 minutes. Ah, madame. Devant. Là, devant, oui, pardon. Bonsoir. Hier, je voudrais quand même dire que si on n'a pas imité la ville ronde, on a imité le principe de la ville royale, quand même. Abbassia, qui est la première ville royale aghlabide à côté de Kéron, avait la prétention d'imiter. Oui. Hein? Même pour la forme. D'autre part, il y a eu plusieurs, au contraire, c'est un tropisme qui a eu une très grande vigueur, puisqu'il est allé jusqu'à Cordoue et tous les princes voulaient avoir leur ville royale. Hein? Voilà. Mais pas de même forme. Pas nécessairement, à part ces essais autour de Kérouan. Il y a eu l'Abbassia, Raqada, puis Sabra al-Mansouri. Il y a 3 villes royales, plus Mahdiya. Merci, madame. Monsieur, vous vouliez... Oui. Hier, Tariq Aziz, le ministre des Affaires étrangères irakien, à l'époque du régime de Saddam Hussein, est décédé. Donc un autre membre du régime national irakien est décédé. Donc ma question, est-ce que Bagdad, à l'époque du régime baathiste, ou Bagdad, à l'époque de la démocratie américaine, est meilleur que Bagdad, à l'époque du régime dictatorial de Saddam Hussein? Une autre remarque, en fait, Bagdad, il a ouvert ses portes à tous les citoyens arabes et surtout égyptiens. Et en Égypte, ils ont construit une ville qui s'appelle Saddam parce qu'elle a été construite par l'argent envoyé par les immigrés
égyptiens en Irak. Donc Bagdad, c'était une ville très très importante pour les immigrés égyptiens et pour la vie intellectuelle arabe. Malheureusement, Bagdad il a été détruit 2 fois. Une fois par Holako, le petit-fils de Genghis Khan. Et apparemment, il s'appelle George Holako. La deuxième fois, il a été détruit par George Bush, et c'est dommage. Je ne peux pas répondre à votre question sur la comparaison entre les 2 villes. Je pense qu'il faut poser la question aux Irakiens. Parce que selon que vous êtes chiite, kurde ou sunnite, la réponse ne sera pas la même. C'est pas évident, ça. C'est pas forcément évident, parce que je pense que justement, excusez-moi, mais je pense que la distinction, bien sûr, il y a toujours eu une distinction, mais fonctionnellement, enfin bon, c'est un autre débat, je pense, mais on ne peut pas dire que selon qu'on est aujourd'hui chiite ou sunnite ou kurde, on n'a pas le même avis. Et je pense qu'en particulier dans les années 90, dans les années 80, dans les années 70, ce n'est pas le fait d'être sunnite, chiite ou kurde qui déterminait la position. C'est la position qu'on avait dans l'armée, c'est la position qu'on avait du point de vue social, c'est la position qu'on avait par rapport au pouvoir. Mais je pense qu'aujourd'hui, ces distinctions fonctionnent peut-être, mais si vous voulez, elles sont récentes. Elles sont très récentes. Le mot de la fin, plus de questions? Ah, pardon, moi je ne vois pas. Pardon, excusez-moi. On a encore 3 minutes, allez-y. Moi, j'aimerais savoir quel était le statut des chrétiens sous Saddam Hussein. Et puis, la question qui suit, est-ce qu'il y a encore des chrétiens à Bagdad? Est-ce qu'ils sont ghettoisés ou est-ce qu'ils ont fui Bagdad? Cécilia Pierry. Disons que je pense que, enfin bon, je pense qu'en tant que minorité, les chrétiens étaient plutôt une minorité protégée sous Saddam Hussein. Je pense qu'aujourd'hui, les chrétiens sont passés de, je crois, 1 500 000 avant 2003 à 500 000 personnes. À peu près, parce que de toute façon, il n'y a pas de recensement, donc c'est très très difficile de donner des chiffres. Ils ne sont absolument pas ghettoisés. Et une chose est de se sentir menacé. Quand vous voyez par exemple des gens qui partent dans votre rue, vous voyez votre cousin qui part, votre frère qui part, votre voisin qui part, vous n'avez pas nécessairement envie de rester. Mais il y a eu des menaces à certains moments, c'est-à-dire il y a eu des églises qui ont été visées, il y a eu des attentats particuliers, mais il y a aussi des chiites qui sont visés, il y a aussi des sunnites qui sont visés. C'est-à-dire, Bagdad est devenue une ville dangereuse pour tout le monde. Voilà, donc il n'y a pas, en tout cas, pour répondre à ta question, il n'y a pas de ghettoisation physique des chrétiens, aucune, absolument aucune. Mais il y a un sentiment de fragilité par rapport à une communauté qui a diminué et qui est, je crois, un sentiment qui est partagé dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Il y a une question toute à gauche là. Oui, je crois que madame. La dernière, nous avons promis de rendre la salle à 5h30. Monsieur ? Bon après-midi. Écoutez, j'avais une simple question. Moi, j'ai une expérience qui vaut ce qu'elle vaut, c'est celle du Maroc. Et pendant 10 ans, j'ai vécu l'extrême accueillance d'un peuple adorable et musulman. Et quand j'entends parler, finalement, d'images qui me renvoient à des peurs intérieures sur les pays arabes, je suis extrêmement gêné aujourd'hui et je me pose beaucoup de questions. Moi, c'est vrai, je n'ai que l'expérience du Maroc, qui est un pays de la paix mondiale, puisque, à ma connaissance, il n'a pas connu la guerre. Mais je suis tout à fait prêt, moi, à partir dès demain pour ces pays lointains, pour apporter mes compétences dans le cadre des printemps arabes et de la reconstruction. Et je voudrais avoir votre avis sur des dangers que je pourrais affronter, peut-être. Déjà, monsieur, il faut que vous commenciez par avoir un visa. Je pense que pour l'Irak, ce sera très difficile. C'est très difficile d'avoir un visa pour l'Irak. Alors, est-ce que je devrais recommencer par le Maroc, Casablanca peut-être? Oui, mais le Maroc et l'Irak, ça n'a rien à voir. Alors conseillez-moi un pays où cela serait possible et qui ne serait pas le Maroc, s'il vous plaît. Bon, nous étions là pour parler de Bagdad. Alors, nous devons clore ce débat maintenant. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous 4. Merci à vous qui avez été si attentifs.